Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 23e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait Angers, Monaco 13e, 29 points, Angers 12e, 30 points. Et c'est Jovetic qui a permis du coup aux Monégasques de renouer enfin avec la victoire, enfin les 3 points pour Moreno et sa troupe, après presque plus d'un mois de disette. Et pour ce débrief, je suis accompagné de Rome. Salut Rome. Salut Adrien. Et Arthur, salut. Salut Adrien. Salut Rome. Du coup, oui, enfin une victoire les gars. Monaco se retrouve donc 9e dans ce match, on va dire décalé, un petit peu en avance, en attendant du coup d'autres résultats. La majeure partie des matchs se concentre sur mercredi soir. Et du coup, messieurs, directement, je vais vous demander les 3 points. Vas-y Arthur. Oui, mes 3 points. Moi déjà, mon point numéro 1, c'est justement les 3 points. On va retenir la victoire. C'est la fin d'une série noire, la première victoire en Ligue 1 pour Moreno, sa première sortie également pour lui, sans que l'on prenne de but. On est bien, on est bien ancré dans le ventre mou. Mon deuxième point, c'est le côté laborieux quand même de ce match malgré la victoire. Le néant après le premier but. C'est vrai qu'au départ, j'ai cru à une consigne de Moreno, tu sais, qui aurait été un petit peu traumatisé par ses principes de possession de balle, notamment face à Saint-Etienne, où il a vu que ça ne pouvait pas forcément marcher. Non, en fait, je pense que c'est juste qu'on a été incapable de tenir le ballon. On a subi contre une équipe d'Angers. Cette équipe d'Angers, les Golgoth à la base, venus pour défendre. Et puis mon point numéro 3, c'est un petit peu plus tactique. C'est que là, on va se retrouver, on le sait tous, sans ailier avec la suspension à venir de Gelson. Donc il va sûrement falloir revoir ce système. J'étais bien content de voir Jovetic et Ben Yedder associés. Ça n'avait pas de problème, mais dans le schéma de ce soir, on le verra avec le positionnement de Fabregas. Ils étaient trop excentrés, donc voilà, c'était un petit peu gâché. Je pense, on va en débattre, mais la solution, excuse-moi, la solution serait peut-être de relancer Slimani et instaurer une concurrence saine entre Slimani et Jovetic, et derrière faire en sorte que Golovin monte d'un cran. Ok. De son côté, Ram. Le plus important, évidemment, c'est les 3 points. Voilà, il faut savoir gagner même moche. Alors évidemment, on attend beaucoup plus et beaucoup mieux, mais on en avait tellement besoin de ces 3 points que voilà, c'est le plus important à retenir ce soir. Le deuxième point, c'est que oui, comme d'habitude, on arrive à ouvrir le score, et comme d'habitude, on arrive surtout à se faire peur. Et les joueurs ont peur, on recule de plus en plus, alors qu'on est quand même plus à l'aise quand on propose des choses offensivement. Voilà, on s'est fait peur, heureusement on est tombé sur une équipe d'Angers assez maladroite et sur un Benjamin Lecomte décisif. Mais en fait ce match-là, il n'y a pas gros écart avec les matchs qu'on a pu voir dernièrement. Et le troisième point, ouais, ça sera aussi pour Fabregas. Étant donné les 2 prestations plutôt intéressantes de Fofana, et le retour évidemment de Bakayoko, peut-être pas dès le prochain match, mais j'espère qu'il va pas non plus prendre trop de suspension lui. Je pense qu'on pourrait retrouver ce milieu Fofana, Adrien et Bakayoko, et donc permettre à Golovin d'aller prendre la place de Fabregas, et peut-être d'opérer réellement comme un 9 et éviter, comme tu le disais aussi Arthur, que nos 2 attaquants se retrouvent un petit peu trop sur les côtés de l'attaque, parce que Fabregas reste vraiment essentiellement dans l'axe du jeu, quoi. Alors que Golovin pourrait lui s'excentrer de temps à autre. Ouais, d'accord. De mon côté, les 3 points, le premier concerne le schéma tactique qui a été
réalisé aujourd'hui, exit le 4-3-3 enfin, même si par séquence on retrouve quand même ce dispositif. Alors on s'attendait, quand on a vu la compo, de voir la doublette alignée Ben Yedder, Jovetic, on s'attendait à vraiment un 4-4 de losange. En tout cas, elle a été présentée comme telle sur les compos de plusieurs sites et des annonceurs comme Bein. Mais j'ai trouvé donc qu'il était temps, enfin on le demandait depuis certains temps, que ce soit aussi Arthur sur ton précédent débrief, tu en as parlé, Rome aussi, nous on en a parlé longuement. Voilà, il était temps pour Moreno de changer, même si pour moi ce changement est forfait au vu de la suspension de Gelson, comme tu l'as dit Arthur. Ensuite, mon second point, c'est le comportement après le but. J'ai trouvé qu'il y avait un rythme assez intéressant imposé par les Monégasques. En tout cas, le début de match était encourageant. Et puis le fait qu'on abandonne le pressing et que les joueurs se recroquevillent en défense, ça m'a vraiment gêné. Et ça enclenche sur mon troisième point pour dire que cette prestation, ce match, il est totalement terrible. Qu'on soit pro, anti, quoi que ce soit, qui que ce soit, franchement, le match de ce soir, il est horrible. Alors, il y a de la peur de la part des joueurs, forcément. Est-ce que eux n'arrivent pas à en tout cas, réaliser sur le terrain les consignes du coach, ou est-ce qu'elles sont tout simplement infaisables? En tout cas, il n'y a aucune sérénité, aucune gestion. Et franchement, on s'en sort très bien de remporter ce match, car au vu de la physionomie, en tout cas, il aurait été totalement mérité qu'Angers reparte avec quelque chose du Louis II. Voilà, messieurs, on va attaquer direct. Donc, c'est donc la première victoire pour Moreno et les siens. Après, on l'a dit, 4 matchs, 1 nul, 3 défaites en Ligue 1, avec à chaque fois 3 buts concédés. Là, aujourd'hui, miraculeusement, on s'en sort avec un clean sheet. Et donc ça en vient aussi à Gelson qui est en attente de jugement, qui est en liberté conditionnelle, on l'a vu dans les tribunes. Il est en tribune, avec voilà. les enfants. Exactement, il va bien pouvoir occuper cette place, en tout cas au Louis II, puisqu'on parle là apparemment d'une suspension de 8 mois, donc c'est ce qui tourne un petit peu en termes d'actu. Je ne sais pas si vous trouvez ça légitime ou non. Je sais pas si c'est bien le moment de débattre sur ça, mais sans l'excuser, je trouve qu'il y a trop de buzz autour de lui. Voilà, on en parle vraiment de partout. Je trouve que c'est un peu trop et j'ai peur qu'ils prennent vraiment pour l'exemple. Alors qu'encore une fois, c'est vrai que son geste est pas tolérable. Mais je trouve que c'est beaucoup pour des problèmes qui ont lieu quand même, pas forcément la poussette, mais tous les week-ends, il se passe des choses. Ouais, et donc ça en vient à notre compo, du coup, le fait qu'il soit absent. Est-ce que c'est un revirement tactique voulu par le coach ou imposé par cette absence? Je sais pas ce que t'en penses, Rome, mais on va enclencher sur la compo. Mais pour moi, je pense que Moreno change enfin son fusil d'épaule, mais c'est forcé pour moi. Bah, on peut y croire en tout cas que c'est forcé, évidemment, parce que depuis le début, il continue en 4-3-3 et ça avait déjà pas bien fonctionné, mais il avait quand même continué à le mettre en place. Maintenant, oui, on était plutôt satisfait de voir enfin cette doublette ensemble, même si j'aurais bien aimé voir... Après, Slimani, au final, semblait peut-être réellement blessé. Ouais, je sais pas où il en est physiquement. Il est peut-être un petit peu à court, mais j'aimerais bien voir les trois ensemble, pourquoi pas aussi. D'accord, les trois ensemble. Slimani, Jovetic. Avec Jovetic, du coup, dans la position qu'avait Fabregas aujourd'hui, par exemple. Oui, que j'aimerais donner à Golovin, mais pourquoi pas aussi voir avec Jovetic. Ça peut être aussi une possibilité, quoi. Donc la compo, il y avait Benjamin Lecomte dans les cages, une défense à 4 avec 2 changements par rapport au précédent match, la défaite au Costières. C'est donc Ruben Aguilar qui obtient enfin une place de titulaire. Après, il faut rappeler aussi que c'est le 3e match en une semaine, en 7 jours, qu'il y a une rotation forcément à faire et qu'on réenchaîne avec du coup un autre match ce week-end. Donc c'était un turnover qui avait été déjà un petit peu opéré au Costières avec Glick qui était sur le banc. Cette fois-ci, Glick retrouve une place de titulaire et Badiachil, lui, était sur le banc. Et donc Aguilar, je le dis, enfin titulaire. Glick Maripane dans la charnière. Maripane qui est vraiment l'homme presque indéboulonnable. Il a fait tous les matchs
sous l'ère Moreno. En tout cas, il a participé à toutes les rencontres. Non, C'est la langue, ça. il n'y a pas eu de Emerson Badiachil. Ah, Si, à en coupe contre Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ouais, Effectivement. contre Saint-Étienne. Ouais. Et Fodé Ballo-Touré à gauche. Faute de pas grand-chose d'autre. Mais il n'empêche que moi, c'est la défense que je veux voir jusqu'à la fin de l'année. C'est ces quatre-là? Oui, ou à peut-être essayer Heinrichs à gauche. Mais en tout cas, laisser Aguilar à droite et surtout laisser Glick et bon, puis avec Maripane, parce que c'est pas plus mal. En attendant de voir peut-être le petit Marcelin. Le petit Marcelin, mais je sais pas si c'est Le Saint-Marcelin. le contexte bien idéal pour le faire rentrer. Je suis pas convaincu non plus. Au milieu, Arthur, on avait Adrien Silva qui enchaîne les titularisations, entouré de Fofana sur sa droite et de Golovin à gauche. Ouais, quand on a vu les compos, je pense qu'on s'est tous posé des questions sur savoir comment allait être composé ce milieu de terrain, qui allait jouer où. Donc c'est vrai que sur les premières minutes, j'ai été bien attentif à ça. Donc on avait bien Adrien un petit peu en 6, on va dire, avec Fofana plutôt côté droit, Golovin plutôt côté gauche. Et puis, voilà, je m'attendais peut-être plus à Fabregas plus dans le milieu de terrain, et en fait, non, il était bien plus avancé. Exactement, parce que la ligne d'attaque, et on va pouvoir l'inclure dedans, et c'est en ça que je disais exit le 4-3-3, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on l'a retrouvé sur certaines séquences. C'est qu'en fait, Fabregas, je l'ai vu limite jouer sur la même ligne que Jovetic et Ben Yedder, presque en position de faux neuf, un peu à l'image de ses... Alors ça remonte il y a pas si longtemps que ça, mais quand il jouait avec la Roja, il occupait un poste de faux numéro 9 quand l'Espagne n'avait pas de véritable numéro 9 avant l'arrivée de Diego Costa, la naturalisation en tout cas. Fabregas occupait ce poste et en ça, j'ai retrouvé un peu ce positionnement et ce rôle. On l'a vu vraiment plus haut qu'à l'accoutumée en tout cas. Et donc il y avait Ben Yedder et Jovetic devant. Du coup, le début de match, pour moi, je l'ai trouvé encourageant, en tout cas dans la lignée aussi des précédentes rencontres, surtout Saint-Étienne, où il y a une possession, il y a vraiment aussi une occupation dans le camp adverse, même si ça se concrétise pas forcément par des occasions nettes et des frappes. Mais encore une fois, occupation dans le terrain adverse, une ligne haute pour récupérer des ballons. Je veux dire, on récupère les ballons très haut, donc ce qui est bien, parce que c'est-à-dire que la défense n'est pas tant exposée que ça, et on part pas de très loin pour reconstruire et se rapprocher des cages. Et ce premier quart d'heure, il est encourageant, et il va emmener même du coup l'ouverture du score par Jovetic, Rome. Ouais, c'est vrai que le début de rencontre était correct, on va dire, parce qu'au moins on se mettait pas en danger, à défaut de réellement gêner les Angevins, et il va y avoir ce but un petit peu surprenant, un petit peu venu d'ailleurs, on s'y attend pas trop, mais c'est vrai que ça peut être une solution contre une équipe qui va jouer plutôt bas, d'envoyer de temps en temps quelques ballons dans la boîte. Le problème, c'est qu'on n'a pas, a priori, en tout cas sur le papier, trop des joueurs devant capables de réceptionner ce genre de ballon. On n'avait pas non plus forcément beaucoup de joueurs capables de distiller de bons ballons. Pour le coup, la Fofana, même s'il glisse dans un second temps après sa frappe, donc on peut considérer qu'il y a quand même un petit peu de réussite, la passe est lumineuse, et surtout la sortie du gardien est quand même douteuse. Plus que douteuse et plus que discutable. Après, tant mieux, ça nous arrange. Jovetic, par contre, fait le geste absolument parfait. Et c'est aussi pour ça qu'on aime énormément ce joueur, quoi. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de marquer un tel but en Ligue 1. Donc, ça fait plaisir. Et espérons que ça continue, parce qu'on sait très bien que le seul problème avec lui, c'est pas tant ses prestations, c'est plus son physique. Pour l'instant, tout va bien de ce côté-là aussi. Donc, tout bon. Là, ce qui est beau avec ce but, en fait, c'est que tu sens qu'il veut vraiment faire ça. Donc, le gardien, certes, sa sortie, elle est totalement hasardeuse, mais tu sens qu'il veut vraiment faire ça. À un moment, il y a le Christophe Josse, le commentateur, qui dit même si le gardien n'avait pas raté sa sortie, à mon avis, elle aurait été dure à arrêter. À mon avis, si le gardien n'était pas sorti, Jovetic n'aurait pas fait ce geste. Donc voilà, là, c'est pour ça que ce but est vraiment classe en soi. C'est que tu sens dans son attitude qu'il met vraiment
la tête pour aller lober le gardien. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que si tu regardes dans la gestuelle et dans la préparation à la réception de ce ballon de la part de Jovetic, c'est qu'en aucun cas il va regarder où se trouve le gardien, il ne regarde pas où se trouvent les cages, il sait exactement où se situer, il n'a pas besoin de prendre l'information en fait, il sait exactement où il est et ce qu'il a à faire. Et c'est ça qui est incroyable et ce que je notais, c'était cette faculté à jouer le ballon sans avoir à regarder autour ce qui se passe. Il savait ce qu'il allait faire et il l'a fait admirablement bien. C'est vraiment le flair d'un buteur. On dit souvent, voilà, le numéro 9, il sait se positionner, il sait se situer par rapport aux cages. Et là, c'est exactement ça. Il avait les yeux rivés sur le ballon, il était dos au but et il s'est jamais retourné et il l'a reprise comme ça, telle une otarie d'ailleurs. Apparemment, il serait sur les tablettes du Marineland d'Audierne d'ailleurs pour la fin de saison. Donc à suivre aussi, une petite info transfert qu'on vous donne comme ça. Mais donc ce but qui est donc le deuxième but de Jovetic en Ligue 1, il me semble. Ouais. Voilà, il avait marqué contre Strasbourg le but du 3-1. Là, cette fois-ci, il permet à Monaco donc d'ouvrir le score et de mener à la marque, un peu comme le week-end dernier à Nîmes. Et là, donc, j'en viens à mon second point, qui est donc le comportement suite à ce but. Enfin, pour moi, c'était très encourageant ce qui se passait, messieurs, sur le premier quart d'heure et jusqu'au but. Même un petit peu après, on peut dépasser jusqu'à la 20e minute, mais j'ai trouvé en tout cas qu'on était vraiment bien en place, qu'on laissait Angers. Angers était inoffensif parce qu'ils n'arrivaient pas pratiquement à sortir de la ligne médiane suite au pressing très très haut, en tout cas des joueurs à cette ligne d'attaque. Tu l'as dit, avec les joueurs vraiment les attaquants de métier, Ben Yedder, Jovetic, très excentrés, et un Fabregas qui, on sait très bien que il va pas faire du pressing un peu comme Moutinho dans ce rôle-là, du milieu qui vient un petit peu harceler les défenseurs. Mais il se trouvait là et je trouvais que ça marchait plutôt bien et ça empêchait très clairement les relances angevines. Et moi, j'arrive pas à expliquer comment on peut à ce point abandonner le pressing et on était même réduit à garer un bus devant les cages. Ouais, ça, c'est un peu ma sensation, c'est un peu un mélange de mon point 2 où, comme je te disais, j'ai cru à un moment donné que ça pouvait être une consigne justement de redescendre. Et un petit mélange aussi avec le point de Rome qui disait que les joueurs pouvaient avoir peur, suite notamment à la mauvaise série qu'on venait de subir. Du coup, c'est vrai que cette réaction, ça m'a un peu rappelé les matchs de cette année contre Dijon, par exemple, ou à Nantes aussi, où on a gagné 1-0 en marquant. Ouais, mais c'est vrai que c'est des matchs où on marquait assez tôt et où finalement on finissait par reculer sans concéder de but. Et c'est quand même surprenant parce que on n'avait plus trop l'habitude de voir ça. Donc compliqué. Est-ce que là c'est vraiment la peur des joueurs, le schéma qui allait pas trop, Angers qui est sorti aussi en voyant finalement que nous on avait un petit peu baissé le rythme. C'est vrai que c'est surprenant. Je me suis pas inquiété tout de suite. C'est surtout au retour des vestiaires où j'ai vu que ça continuait, où je me suis dit que ça va être très long. Ouais, mais ce qui me dérange, c'est qu'on n'ait pas su appuyer. Justement, on remet Angers en fait dans le match totalement. Je trouvais qu'on était vraiment bien. Je le répète, mais ce premier quart d'heure, il m'a vraiment plu. Il y avait de très bonnes attentions et le fait d'ouvrir la marque assez rapidement, je pensais que ça allait un peu nous libérer, qu'on allait pouvoir continuer dans cette philosophie de jeu en tout cas, et c'était totalement l'inverse et on s'est retrouvé à défendre limite à 11 dans le camp, très clairement, à vouloir jouer les contres sauf qu'on était incapable de les jouer et on s'est condamné tout seul. Alors tu fais référence peut-être à un désir tactique de la part de Moreno. On se souvient effectivement, moi je me souviens du Angers-Marseille où Villas-Boas a annoncé qu'il avait fait exprès de laisser le ballon aux Angevins parce qu'il savait qu'avec la balle, il faisait pas grand-chose. Ouais, c'est pas faux. Mais je vois pas Moreno justement faire ça quand on connaît sa philosophie. Ou alors, est-ce que tout de suite, lui, il se remet en question et dit, il s'adapte par rapport à la Ligue 1, il sait qu'il n'arrivera pas à faire ça tout de suite avec les joueurs qu'il a, ou vu le contexte en ce moment,
qui C'est peut pas possible. se permettre de faire ça, mais alors il y arrive très bien pendant le premier quart d'heure avec les joueurs. Pourquoi ça s'effondre tout de suite, toutes ces attentions, quoi. Après, sur le premier quart d'heure, on a vu que Angers, je pense, était venu dans l'état d'esprit de rester en bloc, d'attendre derrière. Hein, c'est un petit peu la maison. Ouais, ce qui a très bien marché face à nous dernièrement, ouais, Voilà, Saint-Etienne, Strasbourg, oui. Exactement, complètement. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Après, il y a eu le but où on était dans une bonne phase. Il faut savoir qu'on s'est créé quand même 0 occasion, à part une frappe de Fofana. Du coup, à partir du moment où nous... Pardon ? Une frappe lointaine, oui. Voilà, une frappe juste avant quelques minutes avant le but. Donc à partir du moment où nous, on se crée pas d'occasion et où on a ouvert le score, derrière il suffisait qu'Angers ressorte un petit peu les ballons pour nous faire déjouer. Ça a été le cas. Hein. Et pour nous faire mal, hein, parce que bon, il y a quand même 2-3 situations, Rome, notamment une de Capel en toute fin de première période où bon bah là on se fait une petite frayeur aussi. Ouais, on se fait 2-3 frayeurs. Il y a en effet cette occasion, c'est la belle tête, c'est ça ? De Capel, exact. Ouais. Il y a également Ballo-Touré qui est déjà également au duel hein, sur la tête de Capel, mais il y a une autre occasion aussi où il dégage quand même un petit peu n'importe comment. Alors on considère qu'il y a main de Tube qui avait raté son face-à-face derrière avec Lecomte qui avait fait une superbe sortie, mais le ballon était toujours plus ou moins en jeu. Donc l'action n'était pas terminée, on aurait peut-être pu prendre un but sur ce second temps. Capel ne cadre pas, ouais, mais oui. Malgré tout, je trouve qu'on a plutôt bien refini la mi-temps. On s'est reprocuré une ou deux situations. Étonnamment, d'ailleurs, les deux grâce à Ballo-Touré, qui a à peu près Roberto Carlos Touré, qui a à peu près fait ces deux bonnes séquences de la rencontre coup sur coup, avec un premier centre repris par Fofana très mal de la tête, et c'est bien dommage parce que il était réellement en bonne position. Et également un autre centre en toute fin de mi-temps, fort à terre devant le but, qui à défaut de trouver un joueur monégasque, met les Angevins en difficulté et les force à concéder le corner. Voilà. Donc c'était les deux dernières petites choses un peu positives, et parce qu'en fait en deuxième mi-temps, il n'y en a même pas eu en fait. Ouais, c'est ça le problème. Et c'est ce que j'énonçais aussi dans mon troisième point, c'est que là encore, le jeu en tout cas prôné par Moreno, ce que l'on nous a vendu, je le retrouve pas. Enfin, j'ai l'impression que Moreno c'était Stéphane Moulin et que Stéphane Moulin c'était Moreno, qui a une inversion des coachs, que ce que proposait Angers, en tout cas c'était beaucoup plus attrayant que ce que faisait Monaco avec le ballon, puisque le ballon, on retrouvait un peu le scénario de l'année dernière aussi, et un peu sur certains matchs, mais c'est-à-dire que tu as la sensation que le ballon te brûle les pieds, que tu es incapable d'enchaîner 2-3 passes et que tu es constamment mis sous pression finalement par cette incapacité à garder le ballon. Il n'y a aucune maîtrise, aucune gestion. Je suis pas sûr que ça vienne réellement d'une décision du coach et pas plus des joueurs qui ont dit ok coach, là on a joué un peu comme vous aimiez les dernières rencontres, un petit peu plus haut. On a quand même pris plusieurs fois le bouillon par-dessus ou derrière, on a pris plusieurs buts comme ça. On aimerait jouer un petit peu plus. On aimerait sécure. repasser à une défense à 5. Oui, mais tout comme ils avaient demandé une défense à 5 alors que Jardim n'était pas forcément pour de base, là je pense que c'est aussi une décision des joueurs de jouer aussi bas. Là, l'entraîneur il donne des consignes, c'est une chose, mais il maîtrise pas tout non plus, quoi. Et après c'était peut-être une consigne. Il était au courant, quoi. Moreno, il a pas été surpris qu'on fasse ça, peut-être. Déjà, il y a un signe qui trompe pas, et j'avais remarqué ça déjà à Nîmes avant même qu'on soit réduit à 9. C'est qu'on a retrouvé ce qu'on voyait pas avec l'arrivée de Moreno au début. On a retrouvé quelques chandelles, gros dégagement de Glick ou Maripane. Ouais. Je me rappelle, c'était assez flagrant quand Moreno était arrivé, on ne les voyait plus. Exactement comme quand Henry était venu à l'époque, il n'y avait que des relances de l'arrière. Là, depuis 2 matchs, on revoit, Glick n'était pas là contre Nîmes, mais on revoit des bons dégagements à l'ancienne comme il en a l'habitude. Et ça, on l'a vu aussi aujourd'hui, même au début de match, quoi. Parce que quand on regarde le match contre Saint-Etienne ou voir aller à Paris quand ça s'est bien passé, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était vraiment du jeu à ras-terre, de possession. Ouais. Et pour revenir du coup au final à
friabilité défensive et ce désir. On se souvient des joueurs de passer à 5. D'ailleurs, Patrice a fait un tweet stat, hein, vous pouvez le retrouver sur son compte Twitter. Mais effectivement, la différence entre la tactique, une défense à 5 et défense à 4 avec Moreno, c'est clair que l'écart, en tout cas en termes de ratio victoire, il est complètement en faveur de la défense à 5. Mais voilà, ce n'est pas la philosophie en tout cas que semble adopter Moreno. Et pourtant, moi j'ai beaucoup de mal à encore déterminer, à savoir ce qu'il veut vraiment faire avec les joueurs qu'il a à disposition, parce que je trouve que tactiquement c'est décousu. Alors il y a des positions qui sont tenues, puis 3 minutes après c'est totalement différent, l'animation c'est plus du tout la même. J'ai vraiment du mal, et effectivement c'est difficile aussi de savoir si ce refus catégorique d'aller chercher l'adversaire, de le presser et de faire remonter le bloc, est-ce que c'est voulu par le coach? Je ne pense pas. Ou est-ce que c'est vraiment la peur des joueurs qui sont en ce moment vraiment à cran aussi, et qui ont beaucoup de mal à garder un résultat? Là, ils y sont tous mis à 11 dans le camp monégasque à défendre, et on n'a fait que subir pendant 45 minutes. Et c'est une deuxième période qui est totalement indécente, je trouve, quand tu joues à domicile. On n'a pas une occasion, on n'a pas une frappe en seconde période, ou alors une petite déviation de la tête de Ben Yedder suite à un coup de pied arrêté. C'est tout. Ouais, des situations. Il y a aussi les 2 contre, là où Ben Yedder s'en va tout seul et qu'il est arrêté par Pavlovic ou Traoré, on ne sait pas bien. Et puis Ben Yedder qui lance aussi à 10 minutes de la fin Golovin qui avait la charrue derrière. Et sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de situations. Et le pire, c'est qu'on a vu au fil des minutes, on n'avait plus du tout le contrôle du ballon. On le perdait, comme tu disais, ça nous brûlait les pieds à chaque fois. Et surtout, on a vu réapparaître tous les signes un petit peu de frustration qu'on peut avoir et qu'on a depuis de longs mois, à savoir des tacles mal maîtrisés, des gestes un petit peu d'humeur. Honnêtement, on aurait pu... une petite Chouameni, il s'en sort bien. On en reparlera après, mais il peut voir rouge. Hein. Le Touré, son tacle à la fin. Attention à ce que tu dis. Voilà, c'est... Pardon ? Non, attention à ce que tu dis. Hein. Ouais. Mais c'est très inquiétant, je trouve, que face à Angers, à domicile, on ne puisse pas imprégner notre rythme sur... Je ne demande pas de le faire sur 90 minutes, mais au moins 1 heure, 70 minutes, tu es capable de le faire. Après, Angers, en étant mené 1-0, ils doivent se découvrir, ils doivent proposer plus. C'est ce qu'ils ont fait. Miraculeusement, je l'ai dit en ouverture du débrief, mais franchement, ils doivent au moins marquer un but. On a chaud jusqu'à la fin. On serre les fesses, quoi. Et je trouve ça inquiétant qu'on en soit réduit à ça, quoi, contre Angers. Après, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, faudra qu'on parle du milieu de terrain, hein, mais c'était désertique quand même. Hein. Personne pour vraiment tenir le ballon. On voyait Ben Yedder un peu isolé à droite. Golovin a été quand même assez précieux pour conserver, mais pareil, il semblait un petit peu émoussé. C'était un peu le vide, quoi. Comme quoi, parfois, des mecs comme Bakayoko ou autres peuvent servir. Ah bah ouais, ça j'ai jamais dit le contraire. C'est pas Rome qui va te contredire là-dessus. Hein. Ah non, c'est sûr. Et à la mi-temps, il y a 4 tirs pour Monaco, 6 pour Angers. Donc déjà en termes de frappe, ils sont au-dessus. 2 tirs cadrés contre 3. Donc là aussi, c'est triste. Et donc en fin de rencontre, on est à 16 tirs pour Angers contre 6. Tu te rends compte, l'équipe à domicile, elle ne réalise que 6 frappes. Et c'est vraiment un copier-coller, je trouve, un peu du match contre Saint-Etienne. Sauf que Saint-Etienne a appliqué le contre et a mené, donc ils n'avaient pas besoin de se découvrir. Et nous, il y a une stérilité offensive qui est criante, quoi. On n'arrive pas à se procurer d'occasion. Je trouve que ça n'a rien à voir, les 2 matchs. Quand Saint-Etienne, où justement on prend le but tôt, où eux mettent vraiment le bus, et où nous, là, c'était on va dire la possession à outrance
stérile, bien sûr, Oui. parce qu'on savait pas quoi faire. Voilà. Là, au contraire, on n'arrivait plus à rien faire, parce que contre Saint-Etienne, on a été bon dans le petit jeu du taureau. Hein. Là, ce soir, Mais il y a pas d'occasion. Et là, mais certes, voilà. aujourd'hui, on a le scénario, on va dire, en notre faveur, puisqu'on arrive à ouvrir le score et à déjouer les plans adverses, puisque tu l'as dit, Angers était là pour contrer et mettre, en tout cas, mettre le bus. Et ça s'est inversé. C'est nous qui avons mis le bus à domicile et qui n'avons plus rien proposé. Et on a joué le contre, sauf qu'on ne sait pas jouer le contre et qu'on ne s'est créé aucune situation de frappe en jouant le contre. Bah depuis quelques journées, pareil, hein, comme toi, il n'y a pas de pro anti n'importe qui. Mais force est de constater que depuis que Moreno est là, hormis le match à Paris, on n'est plus une machine de guerre en attaque. Hein. On est resté une équipe fébrile derrière, mais par contre, on n'est plus attaque de choc comme on a été en fin de première partie des matchs allés. Et il y a presque moins de situations, en fait, même à se mettre sous la dent. Il y a moins d'occasions. Là, les occasions, je regarde les stats, il y en a 12 pour Angers, 5 pour Monaco. Enfin bref, c'est totalement aberrant ces stats. On n'a qu'un seul corner contre 8. Enfin bref, voilà, vous allez dire que je fais une fixette là-dessus. Mais pour moi, je suis vraiment sur le cul de voir ça, qu'à domicile, on se soit fait trimballer comme ça. Pas spécialement au niveau de la possession, même si, encore une fois, elle est à l'avantage des Angevins. Mais voilà, pour moi, c'est aberrant pour une équipe qui se veut jouer le podium. Bon, ça, c'est un rêve. Hein. On va plutôt jouer les places qualificatives pour une compétition, pour l'Europa League, on va dire. En tout cas, se rapprocher du top 5. Voilà, c'est une victoire au forceps comme on en a peu eu. Donc, on peut se réjouir, on peut voir les choses de la sorte. Et c'est comme ça aussi que tu le disais, Rome. Enfin, une victoire, peu importe la manière. Mais voilà, si on continue ce genre de prestations, des victoires, on va pas en avoir beaucoup. Hein. Ouais, mais on a, mine de rien, hein, l'équipe qu'on avait en début de saison, hormis quelques ajustements, il y a eu quelques petits nouveaux, mais voilà, on sent quand même que dans cette équipe et puis dans le sport en général, la confiance, c'est important. On l'a vu en début de saison, rien ne tournait à notre avantage. Ensuite, petit à petit, voilà, les résultats sont revenus. On a commencé à mettre pas mal de buts, même si en défense, c'était toujours pas ça. Et là, on voit comment une série de 3 défaites peut complètement retourner l'état d'esprit, faire chuter les joueurs, une confiance qui avait pu être revenue. Il faut vraiment pas grand-chose. Je pense qu'on a vraiment une équipe avec un mental très fébrile. Ouais, mais on a les mêmes joueurs, on a les mêmes cadres que l'année dernière, on a les joueurs qui ont aussi failli en début de saison, voilà, ils sont toujours là. Il faudra encore un peu de temps pour vraiment mesurer, on va dire, les connaissances et l'impact du préparateur mental. En tout cas, vous vous souvenez, Moreno est venu a mis dans son staff un psychologue aussi, parce qu'il est au courant, voilà, de la préparation mentale, c'est très important. Il est encore trop tôt, bien sûr, pour juger quoi que ce soit, mais voilà. Il faut que ça vienne. La victoire, forcément, va aider dans les têtes, même si elle est loin d'être belle, en tout cas. Moi, je la savoure pas du tout. Voilà, c'est 3 points de prise qui nous replacent dans le top 10. On est 9e, comme je le disais, avec 32 points. Une différence négative de -2. Après, Adrien, tu la savoures pas. Je pense qu'on est beaucoup de supporters à pas avoir pris de plaisir ce soir. Mais on parlait justement de confiance. Il faut des fois pas grand-chose. Une petite victoire, pour un défenseur, ne pas prendre de but, c'est important. Voilà, il faut bien recommencer une série par quelque chose. Donc ce soir, c'était quand même très très laborieux, tu as raison. Mais voilà, c'est autour de ça que tu grappilles un petit peu d'espoir et de... Comment dire, pour bien travailler la semaine. Ouais. Voilà, se raccrocher à des petits trucs. Oui, non, mais c'est vrai. Après, c'est pas le type de victoire encourageante sur lequel tu peux construire quelque chose, mais au moins dans les têtes, oui, tu fais bien de le dire. Ça risque d'aller un petit peu mieux. Il y aura peut-être le sourire, en tout cas, à l'entraînement demain, en vue de la préparation du match samedi contre Amiens. Messieurs, on va passer aux prestations en performances individuelles. Et Rome, je vais te demander ton top. Ça sera Ben Yedder. Voilà, pour l'ensemble de son match, très intéressant. C'est notre meilleur élément, un petit peu regrettable qu'il
qu'il ait à descendre autant dans le cœur du jeu. Et en plus, là, ce coup-ci, il redescendait bas et en plus, c'était un petit peu excentré. Mais la prestation globale, quand même, elle est plutôt bonne. On n'en a pas parlé, mais il y a également cette action qui aurait pu être extraordinaire en deuxième mi-temps et qui a été stoppée irrégulièrement même par plusieurs défenseurs. Par 3 joueurs, ouais. Ça se trouve, s'il avait été qu'un seul à faire une faute, il aurait pu sortir un carton plus coloré. Mais c'était tellement compliqué de savoir qui avait fait la faute. Au final, il a pris la vidéo pour mettre un carton. Mais bon. D'ailleurs, on reviendra dessus, je vous coupe un peu. Vous avez vu un petit peu sur cette action, c'est la seule chose qui m'a fait rire ce soir. On a l'habitude des défenseurs, Glick le fait très bien, défendre les mains dans le dos. Ben là, on a vu Glick aller contester les mains dans le dos. Voilà. Comme si fallait qu'il mette les mains dans le dos pour ne pas avoir à pousser l'arbitre, par exemple. Pourtant, ce sont des choses qu'on voit quand même rarement dans le foot. Il sait se maîtriser. Voilà, donc ça c'était assez drôle. Et de ton côté, du coup, Arthur de top, honnêtement, j'ai pas vraiment top. Je rejoins Rome sur Ben Yedder parce que sa deuxième mi-temps, quand même, on sent qu'il n'y a que lui qui pouvait déclencher quelque chose. Avec Golovin, ouais. Mais en première mi-temps, ça m'a fait tellement de peine. Alors, c'est pas de sa faute, peut-être que c'était les consignes, mais de le voir perdu, ronger la ligne de l'aile droite. Voilà, c'est pas son rôle et c'était encore plus navrant de voir que c'est Fabregas qui prenait sa place dans l'axe. Alors ça, j'ai pas bien aimé. Voilà, après je sais que Rome t'en a parlé un petit peu aussi en intro. J'ai bien aimé la première mi-temps de Fofana parce que il était quand même présent à la relance en partant de derrière. Et puis il se projetait bien. C'est lui qui a déclenché la première frappe. C'est lui qui fait la passe décisive. Et c'est encore lui qui a la réception du centre de Ballo-Touré, même si sa tête n'était pas du tout cadrée. Voilà. Après, en deuxième mi-temps, on a senti que c'était un peu plus compliqué. Ouais, à l'image de toute l'équipe, même physiquement. Mais voilà, pour moi, tu l'as dit, tu en as parlé, tu en as bien parlé même. C'est pour ça que j'en fais mon top, Fofana. J'ai un peu de mal à mettre Ben Yedder en top. J'ai du mal à mettre en fait un attaquant en top. Pas parce qu'il ne marque pas, ça peut arriver, il peut être très très précieux dans le jeu, mais là alors vous l'avez dit aussi, c'est pas de sa faute, c'est sans doute l'animation offensive et le fait qu'il n'ait pas réussi à se trouver dans de bonnes situations en tout cas pour armer, mais il n'y a aucune frappe de sa part, quoi. Il n'y a aucune frappe cadrée. Mais il se retrouve jamais. Une petite déviation de la. Oui, mais c'est terrible. Ça, il s'est jamais retrouvé dans cette situation. Ouais. Et donc, parce qu'il jouait, il était dans un autre rôle. C'est pour ça que moi j'aurais du mal à le mettre en top pour un attaquant qui n'a pas réussi à sortir en tout cas son épingle du jeu. Alors tu l'as dit, excentré à droite, des fois limite il était on a l'impression dans les pas de Gelson Martins, vraiment exilé à droite, en train de manger la ligne et dédoubler avec Aguilar. Mais voilà, moi Fofana, je le mets en top, même si au bout de la 60e, il s'est un peu effondré, c'était beaucoup moins enthousiasmant, mais j'ai bien aimé. Lui est vraiment venu, il est venu récupérer les ballons. Il n'a pas hésité à descendre, épauler un petit peu, décharger les défenseurs justement de cette relance. Et c'est lui qui faisait la première relance, plus que Adrien Silva ou Golovin. C'était vraiment lui qui se montrait disponible et qui ensuite aussi amenait de l'allant offensif. Et deuxième passe décisive pour lui, donc c'est bien aussi. Cette passe est, comme tu l'as dit, Rome, lumineuse, même s'il glisse un peu, mais dans l'intention, en tout cas, c'est ce qu'il voulait faire, chercher la profondeur et mettre une balle en direction de Jovetic. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est une prestation encourageante et voilà, je pense qu'il va être amené forcément il a la confiance, en tout cas, de Moreno, qui l'a aligné 2 fois de suite. Je pense que ça pourrait continuer. Messieurs, du coup, le flop, et là, Rome, je pense que c'est ton 3e point. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ton flop, c'est le Chesque. Ouais, c'est Fabregas, parce que il est un petit peu inutile, j'ai l'impression. En fait, j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi il joue, parce que comme on l'a dit, en plus ça fait que Ben Yedder se retrouve à un endroit où il est quand même pas le meilleur, même si sa rencontre a été bonne. On a besoin de lui réellement dans l'axe du terrain, et oui, voilà, Fabregas c'est un petit peu dans le dur. Après, ça n'a pas été le plus
le plus mauvais en termes de grosses erreurs, parce que je pense que Ballo-Touré a été plus voyant de ce côté-là. Mais c'est juste que j'ai l'impression que Fabregas, il s'obstine toujours un petit peu à le mettre. Alors là, bon, il y avait Bakayoko suspendu. Peut-être que quand le groupe sera à 100%, de nouveau, on ne le verra plus. Ou en tout cas, au mieux dans un rôle de remplaçant, pour pourquoi pas débloquer des situations en fin de match, mais faire jouer ce joueur-là. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que il a quand même sorti relativement tôt ce coup-ci. Ouais, mais alors je sais pas si toi Arthur t'as partagé ça, mais quand je me suis dit Fabregas va sortir, j'étais content, je me dis ça va nous faire du bien. Ah, bien sûr. J'ai cru que ça allait nous faire du bien, mais en fait oui, ça l'a pas fait. Pas du tout. Fabregas c'était même pas précis dans ce qu'il est censé le faire le mieux, à savoir les passes longues en première mi-temps, c'était pas ça. Ouais, ça m'a fait marrer. Mais voilà, en plus on avait l'impression qu'il prenait la place de notre meilleur joueur. Mais voilà, on peut pas lui jeter trop la pierre non plus, puisque il est sorti et c'était pas mieux. C'était limite pire. Après, c'est vrai que son remplaçant n'a pas fait une énorme rentrée. Hein. Ah, alors loin de là. Et on peut en parler. Non, c'est sûr. Je sais pas toi d'ailleurs quel est ton flop Arthur, mais est-ce que tu... Oui, non, mais sur on va jouer que la première mi-temps parce qu'il n'est pas resté, mais Fabregas en première mi-temps, bien sûr. Après, c'est clair qu'il ne va pas faire de vraies erreurs parce qu'il joue devant. Il est forcément moins exposé. Sur la deuxième mi-temps, Tchouaméni, ça a été compliqué. C'était très compliqué. Même si, attention, hein, voilà, moi, je ne veux pas lui tomber dessus directement, mais il a failli nous coûter gros. Très cher, ouais. Déjà en écopant d'un carton jaune, et puis normalement il aura dû prendre un deuxième. Voilà, une petite liste de son œuvre. Sur la belle frappe enroulée de Capel, où Lecomte est bien heureux, je pense, de l'avoir sortir. C'est lui qui attaque pas le ballon. Ouais, il a un manque d'agressivité. Ouais. Au final, il se fait tacler par Capel avec la faute, donc il n'y a pas faute. Ensuite, ça passe molle, intercepté, plein axe. Perte de balle. Ça m'a fait penser à Youssef Haït Benasser, ça. Ça, c'est vraiment du Haït Benasser. Ils ont joué ensemble à Bordeaux, écoute. Voilà, il a peut-être contaminé. Là, c'est Santa Maria qui a trop croisé sa frappe. Et puis, il prend en fin de match un carton jaune pour un PO, je crois. Encore ça se limitait à ça, c'était pas si grave. Mais 2 fois, il nous m'a mangé. Ouais, très difficile peut-être pour un joueur de rentrer dans ce type de match. Je sais pas si. Ouais. Peut-être. Bon, contre Nîmes, il avait réussi. Il était entré aussi en cours de jeu. Pour autant, il n'avait pas montré un visage aussi pâle que celui-ci. Mais là, franchement, son entrée est catastrophique et ça nous met vraiment dans le mal, en tout cas au milieu. Quand on disait manque de gestion, manque de maîtrise. C'est pas à lui d'instaurer ça, hein. Il y a d'autres joueurs autour, mais c'est un ensemble et personne n'arrivait à ressortir un ballon proprement. Dans son rôle, il était censé le faire, il était important, justement, parce que Fabregas, on ne le voyait plus. Il vient le remplacer, il joue un petit peu plus bas aussi, et c'est plus à hauteur d'Adrien Silva. C'était un néant abyssal, quoi. Ouais, il a foiré absolument tout, je pense. Si vous vouliez revenir sur la prestation d'un autre joueur, Rome, je sais pas si tu as un autre joueur sur lequel tu aimerais parler, en bien ou en mal. Peut-être Jovetic. Un joueur, non, parce que Jovetic, son but est extraordinaire. Après, le reste de sa prestation est quelconque. Je l'ai vu moins faire de petites déviations intéressantes. Mais encore une fois, c'était peut-être aussi dû au fait qu'il était lui aussi un petit peu excentré, alors peut-être un petit peu moins que Ben Yedder dans les faits, parce qu'il a peut-être pas non plus la même... Il a moins mangé la ligne aussi, les mêmes capacités athlétiques, donc de répéter autant d'efforts, bouger autant, donc il se contentait d'un rôle un petit peu plus axial. Mais non, moi j'ai bien aimé, on va dire, la prestation derrière de Glick, qui malgré tout a été le défenseur le plus agressif, et qui fait quand même du bien à cette défense, même si c'est loin d'être celui qu'on avait eu la saison du titre. Je trouve quand même que c'est celui qui apporte le plus de garanties
sur la globalité de nos défenseurs. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais aussi en intro. Maintenant, Glick, Maripane jusqu'à la fin. Et puis on se penchera cet été sur des profils peut-être de défenseurs avec un petit peu plus que 20 ou 21 ans, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vrai. De ton côté, Arthur, un autre joueur peut-être à mettre en avant, Aguilar. Aguilar, pas mettre en avant, mais en parler, c'est vrai que lui il revient, on retrouve Aguilar, enfin une place de oui, titulaire. parce qu'on était nombreux à le réclamer. Donc là, il a été titulaire en Ligue 1 parce qu'il jouait quand même en coupe. Voilà. Et alors, comparé à Henriks, qu'est-ce qui change réellement ? Bon, alors dans les faits, forcément, on peut pas dire que ça a été vraiment mieux. Maintenant, s'il faut choisir, je prends Aguilar quand même parce qu'il m'a l'air d'avoir un meilleur potentiel offensif. Hein. J'espère quand même plus technique, qu'on terminera pas la saison avec autant peu d'inventivité. Donc voilà, Heinrich a fait des conneries sur ces derniers matchs de placement où on l'a beaucoup vu, on en a parlé dans les débriefs. Aguilar n'en a pas fait. Aguilar a l'air souvent, parfois battu en 1 contre 1, mais il a une certaine agressivité qu'il faut qu'il contrôle parfois, qui fait qu'il arrive à s'en sortir à chaque fois, de récupérer. À un moment, il s'est fait... il a pris un grand pont. Il a pris un grand pont, il s'est fait complètement enrhumer, mais il a réussi à la récupérer. Voilà, c'est des petites choses qui te plaisent chez lui. Donc, voilà, bien, mais bon... faut pas dire qu'il est beaucoup apporté. Il va falloir apprendre à centrer aussi un petit peu. Ouais, c'est clair. Il a foiré un centre effectivement en première mi-temps. Franchement, il y a pas de différence flagrante en tout cas sur ce match. Non. Mais c'est vrai que dans le profil, un poil plus technique, un poil plus porté vers l'offensive, c'est vrai que j'opte également. J'ai un petit penchant, plus pour, en tout cas dans la balance, plus pour Aguilar. Ouais. Lui, en plus, je trouve qu'il a il dégage une niaque quand même. On n'a pas beaucoup de joueurs qui une agressivité, combativité. Voilà, et du coup, ça lui permet de. C'est un joueur bolivien, quoi. Ouais, exactement. La Garra. C'est les Sud-Américains. Mais ça, c'est la paillade aussi. C'est la paillade. Ouais, mais ça lui permet de pas laisser de joueurs lui passer devant, comme a pu le faire Heinrich sur ces derniers matchs. Je pense qu'on est tous d'accord pour vouloir plutôt Aguilar. Et quitte, encore une fois, pourquoi pas à tester Heinrich de l'autre côté. De toute façon, de l'autre côté, là, c'est vrai, on pourrait tenter ça. Ça n'a pas été fait encore. Il y a Pudias, mais il reste quand même Balotouré et Georges. Et Zagré, attention. Oui, c'est vrai que qui n'a jamais joué latéral gauche. J'ai tendance à l'oublier. Donc pourquoi pas tester Henriks ? Pourquoi pas ? Ouais, non, c'est vrai. Mais à voir. Lui laisser une énième dernière chance. Ouais, j'en ai marre des dernières chances, putain. Bah oui, mais bon, écoute. Il y a un petit mot sur Keita Baldé qui n'a absolument rien montré, mais quand même qui s'est bien sacrifié sur la ligne. Ouais. Alors, et un dégagement un peu académique, mais ça lui fait une stat défensive. Il a pas eu alors que l'on l'a pas vu. Mais il n'a pas eu un ballon, mais ça n'a pas attaqué une seule fois de son côté aussi. Bien sûr. C'était constamment du côté d'Aguilar. Donc lui, il se retrouvait à l'opposé. Donc c'est sûr qu'il a servi absolument à rien. En plus, on peut pas dire le contraire. Mais il nous permet de conserver les 3 points parce qu'il fait quand même un retour défensif parfait. Donc merci pour ça. Même si évidemment, c'est pas ce que t'attends de la rentrée d'un avant-centre. Tu te dis pas à la fin du match, il nous a sauvé un but, quoi. J'ai plutôt envie qu'il ait marqué le deuxième, mais il n'a pas été servi non plus, donc c'est compliqué, quoi. C'est vrai que ce retour est assez marquant, tant sur la fin de match, on était presque en apnée, quoi, sur chaque situation. Les Angevins, ils se rapprochaient des cages et tu t'es dit, le scénario Kata, il va arriver là maintenant, quoi. Puis c'est pas comme si on n'en avait pas vécu une bonne dizaine depuis 1 an et demi, quoi. Ouais. Des scénarios comme ça. C'est clair. Des scénarios, je veux dire, dans le sens à se faire reprendre vraiment en toute fin de rencontre. Non, puis là, pour la alors qu'avant, c'était l'inverse. On savait faire la différence et qu'on savait remonter les résultats. Ouais. C'est clair. Attention, Arthur. Il va falloir soigner tout ça. Un coup, il fait 20 degrés. Le lendemain, il fait 10 degrés. Voilà. Rien ne va plus. Prochain rendez-vous sur les antennes de Radio Diagonale, c'est une gazette mercato bilan. On en avait fait une avec Rome. Oui. Où maintenant on peut déplorer d'ailleurs l'absence de Nico Roux, maintenant que Gelson Martins
et va être suspendu un long moment, ce qui fait qu'il n'y a plus tout d'ailier à part Baldé. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la gestion. Kourou est parti, Augustin aussi est parti. Aussi, ouais. Et Gelson est suspendu. Donc c'est vrai que. Je vais me parler de Bosquilla après. Ah, mais dans l'absolu, tu peux toujours le rajouter, même si c'est un petit peu moins profilé ailier quand même. Mais c'est vrai que moi je trouvais qu'on en avait suffisamment. Au final, on se retrouve. Là, on n'a rien, en fait. Mais à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça va permettre de voir une attaque à 2. Écoute, et en fin de. Sassila, peut-être pas né. Les remballes. Excusez-moi, monsieur. C'est carton rouge. Et j'ai pas besoin de la VAR, ça. Ça, c'est rouge parlez-vous direct, monsieur. Et tu seras suspendu. Moussa Silla. Oh putain. Non, mais il y a Goebbels qui va mieux. Ah, oui, c'est vrai, il va mieux. Normalement, là, on devrait le voir dans pas longtemps. Ouais. Donc écoute. Si Goebbels passe avant Slimani dans la hiérarchie, ça va grincer des dents. Attention. Mais voilà, c'est vrai que ce revirement tactique, on va dire un peu forcé, ça peut être bénéfique, en tout cas pour ceux qui sont désireux, en tout cas de voir Slimani et Ben Yedder ensemble, même si, on l'a dit depuis le début, depuis l'arrivée de Moreno, c'est Jovetic qui passe avant en tout cas. Après, est-ce que c'est dû à la méforme physique de l'Algérien ? On le saura sur les prochains matchs. Donc, je vous ai dit, prochain rendez-vous sur les antennes de Radio Diagonale ce jeudi 18h, la Gazette Bilan en compagnie de Rome et Damien. Et le prochain rendez-vous sportif du club, c'est samedi 20h sur les antennes de Bein pour le déplacement au stade de la Licorne à Amiens, qui nous a plutôt réussi ces dernières années. Et eux, ils n'ont pas gagné depuis 15 matchs, je crois. Donc, là aussi... Eux aussi, oui. Ils sont un petit peu en psychose avec l'arbitrage en ce moment, mais de toute façon, comme tous les clubs de Ligue 1. Donc, on verra samedi alors. Ah, ça n'arrive pas qu'à Monaco ? Je croyais que le problème d'arbitrage, c'était uniquement Monaco. Tous les clubs de Ligue 1, même Paris, se plaignent. Parce que après le match contre nous, par exemple, pour beaucoup de supporters, le but de Slimani n'était pas valable et c'était un scandale. Donc, oui, c'est scandaleux. Oui. Tu sais, arriver là, en fait, ça n'a plus trop de poids, quoi. Oui. Ouais. On peut pas dire qu'on soit aidé non plus. Non, mais bon, voilà. En tout cas, on n'est pas aidé non plus dans le jeu. Avant même de parler de l'arbitre, il faut parler de la prestation. Et on est loin, en tout cas, du visage qu'on aimerait voir, en tout cas, de la part du club et enfin même des joueurs. Essentiellement des joueurs, d'ailleurs. Ouais. Voilà, messieurs. Donc, les 3 points, ça fait du bien. Prochain rendez-vous samedi 20h contre Amiens. Merci messieurs, merci à vous et désolé pour la fausse joie, en tout cas pour ceux qui s'attendaient à suivre ce débrief en live. Il y a eu quelques petits couacs, couacs de matériel, petits couacs techniques. La technique. Voilà, exactement. On s'en excuse, vous inquiétez pas, on va vite vous en reproposer un. Il y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte Twitter, la page YouTube aussi, pour être tenu informé dès la diffusion de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien et Dage Monego. Et bisous.